Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rester fidèles pour un nouveau forum consacré pour sa première partie à la Côte d'Ivoire. L'éléphant qui s'est cassé les pieds dans les années 2000 sur la côte ouest africaine, s'est-il définitivement rétabli? En un mot, comment se porte la Côte d'Ivoire? Une paix fragile à l'interrogation. Voilà ce dont nous allons parler pour cette première partie. Nous avons deux invités, je vous les présente tout de suite. Amoyekon Eba, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Monsieur Eba, vous êtes ivoirien de nationalité, délégué zone Europe de diaspora africaine en Europe. C'est ça, justement. Vous avez passé plusieurs années en Europe, mais vous êtes ivoirien, un pays que vous connaissez bien, un pays que vous aimez sans doute. Justement. Je suis monsieur Amoyekon Eba, je suis ivoirien 100%. De l'Est. Ivoirien de père et de mère. Voilà, de père et de mère. Et je suis de l'Est de la Côte d'Ivoire, chez moi c'est à Bangrou, à 210 km d'Abidjan. Avec vous, un autre ivoirien, Eric Abbé. Monsieur Abbé, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Vous êtes représentant zone Afrique de la diaspora africaine en Europe. Tout à fait, à Afrique de l'Ouest, précisément. Afrique de l'Ouest. Et ivoirien également. Tout à fait. De quelle zone? Je suis de l'Est de la Côte d'Ivoire aussi. Le père est d'Azopé, la mère est d'Abengrou, donc c'est l'Est de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de difficulté, hein, vous êtes éligible à n'importe quel poste. Bon, comme on n'a pas d'ambition politique pour le moment. Alors, la Côte d'Ivoire, comment se porte le pays? Comment on va dire, si il était encore humain, la Côte d'Ivoire est-elle convalescente aujourd'hui? Est-elle guérie? Ou est-elle en observation, hein? Parce qu'une maladie qui peut reprendre à tout moment. Je commence avec vous, Amoyekon Eba. Ok, merci monsieur Gilles. La Côte d'Ivoire est malade depuis aux années... est très malade depuis aux années... 2000? Pas 2000, parce qu'aujourd'hui nous pensons que le prix de la Côte d'Ivoire se lève à 2000. Moi je ne suis pas d'accord. Parce que la Côte d'Ivoire, le prix de la Côte d'Ivoire est convalescente depuis aux années 93-94, juste après la mort du feu Félix Houphouët-Boigny, que la Côte d'Ivoire ne va plus. Alors, si vous prenez à partir de 93, il y a eu une succession qui n'a pas été aussi difficile que ça. Le président Houphouët-Boigny est décédé, Ari Konan Bedi a pris le pouvoir. Il n'y a pas eu de crise. En tout cas, ouverte à l'époque. Mais justement, vous voyez, il faut être à mesure de dire une vérité. Juste après la mort de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu des politiciens ambitieux qui ont voulu mettre la loi de côté. La constitution, non, je ne dirai pas le nom de qui que ce soit. Vous voyez, mais il y a eu des personnes, des politiciens, parce qu'il faut respecter la loi. J'étais sur le plateau ici, concernant le Togo, il dit non, respectons toujours la loi. C'est elle qui nous fait. Donc après la mort de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu des politiciens qui ont voulu mettre de côté la loi ivoirienne et pour prendre le pays par la force. Et c'est ce qui aujourd'hui, c'est ce qui a aggravé la situation ivoirienne jusque-là. Mais justement, est-ce que la crise ne date pas de plus longtemps? Est-ce que la crise ivoirienne ne vient pas du fait de la trop longue longévité, si on peut le dire ainsi, de Félix Houphouët-Boigny au pouvoir? Monsieur Gilles, la longévité d'un chef d'État, parlons d'Houphouët-Boigny, n'est pas en somme un problème. Parce que la Côte d'Ivoire a eu des acquis énormes avec sa longévité au pouvoir. Ce qui pouvait être un problème, ce qui était un problème, c'était préparer l'après Houphouët. On pense que cela n'a pas été fait dans les règles de l'art, parce que au lieu de créer une génération, il avait dit lui-même, moi je vais gouverner seul, mais c'est toute une génération qui va gouverner après moi. Et cette génération-là, il y a eu beaucoup plus d'adversité de part et d'autre, que, on va dire quoi, de communion. Si les héritiers d'Houphouët-Boigny avaient pu continuer dans sa marche de paix, dans sa marche de cohésion, dans sa marche de dialogue, de concertation, la Côte d'Ivoire ne serait pas tombée dans des crises successives qu'elle a connues. Mais est-ce que Houphouët-Boigny n'a pas eu tort de n'avoir pas préparé assez sa succession? On peut le dire comme ça,
Mais aussi, il était responsable pour ces héritiers-là de savoir que c'est ensemble qu'on pouvait donner beaucoup plus de lieu à la Côte d'Ivoire, beaucoup plus de vigueur à la Côte d'Ivoire. Personne ne peut gouverner un pays seul. Ils ont essayé, ils ont vu, il y a eu des alliances de part et d'autre. Ça veut dire qu'ils étaient condamnés à gouverner la Côte d'Ivoire ensemble. C'est ensemble qu'on est fort, c'est pas seul. Voilà. Alors, donc vous faites remonter la crise, les origines de la crise à 93, tout à fait, avec son paroxysme. Mais justement, M. Gilles, dans les années 2000 et la guerre civile. Oui, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui parlent, qui s'asseyent, ils sont partout, à l'étranger, partout, ils disent que non, que la crise ivoirienne est basée, est commencée depuis 2010. Non, pas 2002. Même 2002, même là encore, ils ignorent. Vous voyez? Pourquoi on parle de la Côte d'Ivoire, il faut revenir jusqu'à... Parce qu'il y a d'abord des racines. Il ne faut pas prendre les tiges d'un arbre pour pouvoir faire autre chose l'arbre. Parce qu'il y a des racines. Alors, la Côte d'Ivoire, depuis 1993, a son histoire. Et de 2000 à son histoire. Alors, donc, si vous voulez, nous revenons jusqu'à maintenant aux années, en 99, lorsque le général Guéhi Robert a fait le coup d'État. Vous voyez, et en 2000, et en 2002, ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, même quand l'Occident disent que, ils disent quoi? Ils disent que crise post-électorale. Moi, j'ai mal. En tant qu'Ivoirien, j'ai mal. Crise post-électorale. Et en 2002, ce qui s'est passé en 2002. Où est-ce qu'on met ça? On dit, en 2002, il y avait une guerre civile qui a éclaté, qui a été refermée d'une façon ou d'une autre. Je suis désolé, ce n'est pas une guerre civile. En 2002, ce n'est pas une guerre civile. En 2002, il y a eu un coup d'État qui s'est transformé à une rébellion. À une rébellion dont le pays était coupé en deux. Alors le président Babou avait 40% du territoire et les rebelles avaient 60% du territoire. Vous voyez, aujourd'hui, quand on nous parle qu'il y a eu 3000 morts pendant la crise post-électorale, moi j'ai mal. Et ceux qui sont morts en 2002, vous voyez, où on les met? Est-ce que ceux-là, ce sont des animaux? Ah non. Quand on parle d'une justice, on doit tout mettre, on doit tout appliquer parce que en 2000, qu'il y a eu un traitement partial de l'actualité politique ivoirienne. Lorsque pour un Ivoirien, un bon Ivoirien, il ne peut pas se baser sur la crise du post-électoral 2002 et de 2010 et en 2002. En 2002, le pays était coupé en deux. Que ce soit côté rebelle, il y a eu des tueries par-ci par-là. Vous voyez, quand on parle de côté loyaliste, il y a eu aussi des tueries. Maintenant, ceux qui sont morts en 2002, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ceux-là, leurs âmes réclament, leurs parents réclament une justice. Et aujourd'hui, on se base sur la crise post-électorale 2010. Je suis désolé. Mais est-ce qu'on peut faire autre chose dans la mesure où, d'une manière ou d'une autre, on a fait table rase de ce passé-là à travers des négociations que la Côte d'Ivoire a connues, des négociations qui ont abouti à l'organisation d'une élection présidentielle? Moi, je suis un peu d'accord avec vous. M. Eba n'est pas forcément dans le faux, mais aussi, la chose est que il y a eu un processus. De 2000 à 2010, il y a eu un processus, il y a eu des amnisties qui ont été signées de part et d'autre. Donc la chose, maintenant, si nous voulons nous focaliser là-dessus, c'est vrai qu'il faut faire justice. La justice, c'est l'une des choses qu'il faut pour que le monde puisse tourner bien, pour que tout le monde se sente à l'aise. Mais il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Il y a même eu un gouvernement où ce qu'on appelait rebelles en son temps ont intégré le gouvernement le Premier ministre Guillaume Soro. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises. Maintenant, est-ce que cela a été mauvais? Est-ce que cela a été bon pour la Côte d'Ivoire? L'histoire nous parle. Justement, maintenant la question centrale, comment va le pays? Est-ce qu'il est guéri? Le pays? Ou est-ce qu'il est convalescent? Bon, actuellement, concernant, là je ne parle pas au nom de la diaspora africaine en Europe, je ne parle que à mon nom personnel. Vous voyez, en tant qu'Ivoirien, je pense que aujourd'hui la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse guérir, tout se passera en 2020. Et la seule personne qui peut faire guérir la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Seul, lui seul.
il est habilité pour qu'on puisse oublier le passé. Pour qu'en 2020, tout se passe. Ils n'ont pas le débat. Oui. Non. On ne va pas personnaliser. Non, mais quand je parle, non, quand je dis, enfin, ça, selon mon opinion, si en 2020, le président Ouattara est le seul responsable qui peuvent utiliser son autorité, son autorité pour pouvoir mettre fin à cette crise. Donc ça veut dire que pour le moment, il y a une apparence, il y a une paix, mais fragile, hein? Il n'y a pas de... Ça, ce sont des pensées des... Parce qu'il y a des politiciens, il y a des supporters qui aiment lire dans les pensées des politiciens, dans les pensées. Ils lisent dans les pensées. Est-ce que Ouattara s'en va, Ouattara va partir, et tout cela. Ça, ce sont des pensées des gens qui font peur à la population, c'est tout. Comment va la Côte d'Ivoire? Ça va. Quand on dit ça va, on ne peut pas sortir de 20 ans de crise et puis aller comme un pays qui n'a pas connu de crise. La Côte d'Ivoire vient de loin. La Côte d'Ivoire vient de loin. Et pour ceux qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire, nous autres sommes sortis de la Côte d'Ivoire à un moment. Mais quand on est revenu voir la Côte d'Ivoire, on va dire de manière infrastructurelle, des choses qui se font. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'aujourd'hui... Il y a quand même de grands travaux. Hein, oui, au-delà des grands travaux. Qui ont été oui, ça c'est un choix politique. Le pont qui était un projet gigantesque. Voilà. Il y a tout ça. Mais au-delà, est-ce que l'Ivoirien en lui-même va bien? Est-ce que la situation sociopolitique, ça va? Est-ce que l'Ivoirien arrive à vivre comme il veut vivre? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, pour moi, ça va pour le moment. Et donc, sur le plan social, est-ce que les plaies sont guéries? Ou on sent encore dans la société ivoirienne cette césure, ce clivage entre... pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est le président Gbagbo qui disait qu'on ne sort pas d'une guerre, d'une crise comme quand on sort d'un supermarché. C'est pas la même chose. Il y a eu des personnes qui se sont affrontées, il y a eu mort d'hommes. Donc on ne peut pas oublier comme ça, comme un coup de baguette magique. L'Afrique du Sud est passée par là. Ils ont fait leur réconciliation, mais les relents sont encore là. Donc, c'est petit à petit. Aujourd'hui, le pro-Gbagbo, il est pro-Gbagbo. Le pro-Ouattara, il est pro-Ouattara. Donc, mais n'empêche que ces deux camps vivent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas... Un chien de faïence ou... Ok, d'accord. Moi je pense que la Côte d'Ivoire ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a toujours la frustration, la haine, la frustration. Et c'est pas, ça ne va pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, moi je suis pas Ouattara, je suis pas Gbagbo, je suis pas Bédié. Mais en 2010, j'ai voté le président Ouattara sur la paix de Henri Bédié. Depuis 2010, après cela, j'ai dit non, écoutez, mais moi je ne vais plus me laisser par n'importe qui. Vous voyez? Mais la Côte d'Ivoire ne va pas. Mais quand vous parlez de frustration, la frustration elle est commune à beaucoup de pays. Ok, d'accord. On va dire d'ailleurs à tous les pays. Non. Ça veut dire qu'après les élections, il y a des mauvais perdants. Non, vous voyez, bon, les élections, aujourd'hui, le président Ouattara a été élu comme président de la République. Il est président de tout le monde et de tous les Ivoiriens. Que tu sois Gbagbo, que tu sois Bédié, que tu sois X, tu es... Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Ok? Mais il y a toujours... Il y a l'injustice, il y a la frustration qui est toujours dans ce pays que c'est pas juste, c'est pas normal. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez injustice? Qu'est-ce que vous appelez... Ok, d'accord. Monsieur Gilles, vous êtes d'accord avec moi que en 2002, lorsque les rebelles ont pris Bouaké, ils ont divisé le pays en deux. Ils ont cassé la banque BCAO. Et tous ces militaires sont aujourd'hui les plus riches en Côte d'Ivoire. Et ils font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. C'est les plus riches. Ils vont partout avec l'argent de la BCAO. Et ce crime n'a pas été inquiété. Ce crime n'a pas été même touché. Ils sont à l'aise. Et maintenant, lorsqu'on vient nous dire, cette justice vient encore nous dire que en 2010,
et la BCA avait donné des ordres de ne pas toucher l'argent de la caisse de la Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre de Gbagbo, Ake Angbo, et comment dire, ils ont pris l'argent, ils ont pu utiliser l'argent, cet l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires. Et ceux-là aujourd'hui sont poursuivis à la justice. Oui, mais ils ne sont pas poursuivis simplement pour ces faits. Ils sont incriminés pour d'autres exactions, présumées. Non, je viens. Pour le moment, je rentre dans le domaine d'argent. Maintenant, ceux-là qui ont été appelés par la justice ivoirienne, qu'ils ont pris l'argent du pays pour pouvoir faire autre chose. Est-ce que cet argent qu'ils ont pris à la BCEAO ont servi, c'est allé dans leurs poches, ou bien ils ont pris ça pour payer les fonctionnaires? Mais les fonds ont été pris régulièrement, c'est ça la question. Non, mais les fonds, pendant les 6 mois de crise, ces fonds ont été utilisés pour payer les fonctionnaires. Oui, mais les fonds ont été pris régulièrement, c'est ça la question. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Puisque ces fonds ont été utilisés pour payer les fonctionnaires, et l'administration, c'est une continuité. C'est une continuité. Lorsque M. Ouattara est venu, est-ce que M. Ouattara a dit que puisque cet argent a été utilisé pour payer, vous avez pris cet argent, mais cet argent a été utilisé pour payer les fonctionnaires. Si M. Ouattara avait repayé, le président Ouattara avait repayé les mêmes fonctionnaires pendant les 6 mois, là, on dirait que non, que ces messieurs ont pris cet argent pour mettre dans les poches. Mais maintenant, cet argent a été utilisé dans le cadre pour payer des fonctionnaires. Alors, maintenant, pourquoi ces personnes doivent être encore traitées à la justice? Pourquoi? Donc pour vous, pendant que, non, il y a une justice à 2 vitesses. Hein, non, pendant que ceux qui ont cassé la BCEAO ne sont pas inquiétés. Et pourquoi? Ben, il faudrait qu'un jour, parce que c'est pas M. Ouattara, c'est pas le président Ouattara qui dirige. Moi, j'ai dit que je suis pas pour des personnes qui aiment accuser le président, un président pour dire qu'il n'y a pas de justice ou bien parce que la justice, elle est indépendante. C'est pas M. Ouattara, c'est pas le président Ouattara qui doit, mais la justice ivoirienne même doit se dire que non, qu'il y a eu des criminels, il y a eu des personnes qui ont braqué toute une banque. Vous voyez, et ça aussi doit être appelé au même titre que les autres. Mais monsieur, est-ce que c'est possible de faire cette forme de justice où on envoie tout le monde devant le juge? Que depuis 2000, ou si on doit remonter même plutôt à 93, il s'est passé, en tout cas, beaucoup de choses se sont passées en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut faire cette forme de justice? Mais bien sûr. Oui. En fait, c'est pourquoi il serait bon d'éviter de personnaliser les débats, sinon on ne pourra pas avancer. En Côte d'Ivoire, en 2000, il y a eu les gens du camp de Ouattara qui ont été arrêtés. Il y a certains qui ont été assassinés. Moi, j'étais président du fan club d'Alpha Blondy. Mon vice-président a été enlevé, assassiné, parce qu'il était là. Tout ça, si on veut revenir dans tout ça, on ne peut pas faire avancer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a son histoire. La BCEAO dont il parle, M. Eba, a été braqué à Abidjan par un certain M. Issia Popo. A été braqué aussi à Abidjan. Vous voyez, il y a eu des crimes qui ont été faits. Il faut donner la possibilité à la justice de faire son travail. Moi, quand on me dit, est-ce que la Côte d'Ivoire va bien, il y a des domaines dans lesquels je ne veux pas rentrer. Aujourd'hui, les pro-Gbagbo sont dans des marchés avec les pro-Ado. C'est ce qui est important pour moi. Les enfants des pro-Gbagbo sont dans des écoles avec les enfants des pro-Bédier, des pro-Soro, des pro... C'est de ça qu'ils parlent. C'est de ça que moi je parle. Je parle de la cohésion nationale. C'est un processus. C'est un processus. Comme dirait l'autre, on ne peut pas faire... d'un seul coup. C'est pas possible. Il y a toujours des frustrés. Il y a eu des frustrés au temps du président Bédier, il y a eu des frustrés au temps du président Gueye, il y a eu des frustrés au temps du président Gbagbo, il aura des frustrés au temps du président Alassane. C'est comme ça. Après lui, ceux qui viendront feront des frustrés. Parce qu'aucun pouvoir n'est unanime. Il n'y a aucune unanimité devant aucun pouvoir. Houphouët-Boigny, qui était le président de la Côte d'Ivoire, qui a fait la Côte d'Ivoire moderne, à un moment donné, a été traité de voleur. Mais maintenant, si Ouattara est en train de voleur, c'est normal. C'est le cours des choses. Donc, à vous entendre, finalement, monsieur Eba, c'est le cas Gbagbo qui a été mal géré selon vous? Le cas Gbagbo a été mal géré comment? En l'envoyant à la Cour pénale internationale, en poursuivant sa femme, plusieurs années de prison, vous voyez, pas encore fini, ce qui est bien. Alors que de l'autre côté, vous semblez dire justement que personne n'a été inquiété.
Ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est que les policiers pensent qu'ils se moquent des Ivoiriens. Mais ils se moquent d'eux-mêmes. Parce que, au temps de Félix Houphouët-Boigny, pour avoir le bac, il faut avoir peut-être 30 ans, 25 ans pour avoir le bac. De nos jours, un enfant de 17 ans a déjà fini ses études. 18 ans, 20 ans, il a déjà fini ses études. Il est déjà intellectuel. Vous voyez? Alors, Gbagbo a été accusé crime contre l'humanité. Et encore, on a été encore accusé comme en tant que dictateur. Bravo. Ça, c'est pas mauvais. Ils l'ont pris, il est là-bas. Mais monsieur Gilles, vous êtes journaliste, vous connaissez aussi les personnes quiconque. Comment j'ai jamais vu sur cette terre-là, même chez les Blancs, on ne peut pas juger une personne, en tout cas, deux camps. On dit qu'il y a eu 3000 morts. Et 3000 morts, d'accord. Moi, je ne suis pas effrayé, hein. Je ne suis pas effrayé ni babouiste. J'ai voté Ouattara en 2010. Bon, c'est ce que vous dites. Voyez, personne n'était d'accord. justement, non. Écoute-moi, moi j'ai voté, mais avec le temps, la politique de RDM a fait que bon, je me suis un peu saisi. Vous voyez? Alors, mais deux camps, il y a eu 3000 morts. Et les 3000 morts, on prend un camp, on le met en prison, on le juge seul, sans que l'autre camp ne soit inquiété. L'autre camp, eux, ils sont là. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas... Est-ce que, oui, en ayant perdu les élections, oui, et en refusant de quitter le pouvoir, les autres ont dû utiliser la force pour le déloger. Est-ce qu'il n'a pas commis là bon, quand vous dites que l'autre dans les élections, là, il y a aussi un problème. Parce que selon le président Gbagbo, il dit qu'il a gagné les élections. La question n'est pas de soi. Selon les institutions, il a... Bon, vous voyez, quand on parle de... Là où pour la mise en place... Oui, vous voyez, quand on parle des élections, ce côté, quand on parle des élections, on dit qui a gagné les élections, Ouattara a gagné les élections, ou c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Ce côté, quand on parle, moi toujours, je dis que non, que je ne suis pas à mesure, je n'ai pas de donner mon point de vue parce que les deux côtés ont fait... Oui, on n'a pas votre point de vue. Pourquoi le président Gbagbo a fait une grosse erreur. Ici, vous aimez la loi. Oui. Prenons la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Gbagbo a perdu les élections. Bon, selon la loi, oui. Selon la loi, pourquoi je dis que Gbagbo a perdu les élections? Parce que selon la loi, Gbagbo a accepté de signer un accord à Ouagadougou, oui, pour que la Cour, pour que les élections soient homologuées par les Nations Unies. Voilà, les élections soient sur le regard des Nations Unies. L'ONU certifie, la CEI, la Commission électorale, prononce les résultats. Les résultats sont certifiés. L'ONU certifie les résultats et la Cour constitutionnelle maintenant valide les résultats. En fait, ce côté, si le président Gbagbo seul a pris ses engagements seul à Ouagadougou, vous voyez, je ne suis pas d'accord parce que moi, j'ai eu mal lorsqu'il a signé ce accord. Parce que quel pays au monde, ça me fait depuis... Oui, mais on ne va pas refaire cet accord. L'accord a été signé. Justement. Il n'avait pas les mains liées avant de signer cet accord. Non, bon, il a signé en tant qu'un chef d'État. Oui. Il a signé en tant qu'un chef d'État. Mais en signant, moi, je pense que le président Gbagbo avait oublié que les rebelles n'étaient pas encore désarmés. Lorsqu'il signait, le président Gbagbo a pensé pour lui, enfin je ne sais pas, mais le fait qu'il a signé cet accord, ça n'engage que lui seul. Comment ça ne peut engager que lui seul? Étant président de la République de la Côte d'Ivoire, il dirige un parti, il prend des engagements, et vous dites que ça n'engage que lui seul. Moi, personnellement, je dis que non, que quand on dit que, quand Gbagbo dit qu'il a gagné les élections, il suis contre. Parce que si tu as signé pour que l'ONU certifie une élection, donc si l'ONU aussi a un droit de regard. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il a perdu les élections. Justement, non, c'est ça qu'il a perdu. Oui. Donc pourquoi a-t-il refusé de partir? Est-ce que ce n'est pas un coup d'État donc il méritait qu'on le dégage et qu'on le poursuive devant la justice? Non, bon, mais attends, selon lui, il dit qu'il n'a pas perdu les élections.
sur la base des, attends, sur la base des procès-verbaux, vous voyez, ils disent qu'il n'a pas besoin de on n'a qu'à compter. Oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de ce que Gbagbo dit ou de ce que la loi dit? Écoutez, la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils l'ont interdit à recompter les voix? Moi je veux. Pendant qu'aux États-Unis, sur les résultats de Bush et comment je sais pas, j'ai oublié le nom, c'est Al Gore. Les voix ont été recomptées. Oui, ce n'est Vous pas. voyez, et maintenant on empêche à ce que le président Gbagbo puisse, on l'empêche de dire non, de compter les voix. Compter les voix. Monsieur Eba parle de constitution tout de suite, il parle de loi tout de suite, mais dans la loi de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de recomptage. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la constitution ivoirienne dit. Il n'y a aucune loi. Nous avons une loi électorale en Côte d'Ivoire. Nous avons une loi électorale. Voilà ce que la loi ivoirienne dit. La loi ivoirienne dit, pendant les élections, il y a des événements qui surviennent, qui mettent en péril les résultats, on annule et on donne un temps pour reprendre. C'est ce que la loi ivoirienne dit. La loi ivoirienne ne dit pas de recompter. Mais quand un président de la Cour constitutionnelle annule purement et simplement les résultats de 9 régions de la Côte d'Ivoire, vous vous attendez à quoi? On ne crée pas les palabres et puis après on ne se joue pas les seins. D'accord? Au-delà de ça, tout à l'heure je suis content qu'ils reconnaissent que M. Gbagbo a perdu les élections, mais moi je ne suis pas pro quelqu'un. Au-delà de la diaspora africaine. Je ne sais pas que je suis content pourquoi il a perdu les élections. Non, s'il te plaît. Il dit que selon quoi qu'il a signé. Mais au-delà, on a donné des résultats. On a donné des résultats d'une élection. Quand on dit qu'on est démocrate, quand en démocratie, il y a un perdant, il y a un gagnant. Quand tout le monde dit que tu as perdu pour l'amour de ton peuple, tu recules. Oui, est-ce que c'est là que Gbagbo a commis l'impair irréparable? C'est tout. Parce que même s'il avait gagné au nom de l'amour pour sa patrie, est-ce qu'il ne devrait pas se retirer tranquillement? C'est tout. Vous savez, monsieur Gillot, les élections en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo, dans les unes, moi et Ba Amakom, je ne suis pas sûr que dans les unes, les élections ont été truquées. Mais avant une élection de maintenant, on le voit, on ne voit pas dans les unes. Mais c'est en comment? Comment un pays comme la Côte d'Ivoire, vous voyez, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a 22 millions d'habitants, on organise une élection présidentielle. Et en 2010, les élections de 28 novembre et de 28 octobre 2010, nombre inscrit des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, pour un pays de 22 millions d'habitants, il y a eu comme 5 800 000 inscrits. 5 800 000 inscrits sur 22 millions. Je viens, M. Gilles, et de deux. Alors, ça veut dire que, oh putain, le Ghana fait combien? 22 à 23 millions d'habitants. Quand le Ghana organise une élection, il y a combien? Il y a 13 millions, 12 millions comme inscrits. Oui, mais c'est... Monsieur Gilles. Non, c'est difficile à faire. Non, alors, ça veut dire qu'il y a eu un tri. Il y a eu un tri pour ceux qui devaient aller voter pendant les élections de Dieu. Parce que c'est pas possible que pour un pays de 22 millions, on puisse aller à une élection avec 5 800 000 inscrits. Monsieur Gilles, je veux. Attendez, il faut qu'on soit assez conséquent. Il faut qu'on soit. On était tous en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. On a écouté des chansons en Côte d'Ivoire qui disaient tant qu'il n'y a pas de désarmement, il n'y a pas élection. D'accord? C'est le premier fait. Le deuxième fait, il s'est trouvé que les partisans d'un camp et le camp de Gbagbo, il faut le dire, ils ne se sont pas inscrits. Ils ne se sont pas inscrits. Je vais faire un témoignage. J'ai un ami qui est pasteur ici au Togo. Il a son église à côté de la Sazov, l'ancienne Sazov. Une grande église, monsieur Claire. J'oublie son nom parce qu'il y a longtemps que. Il a participé au retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. Et son ONG avait même participé à ce qu'on avait appelé en Côte d'Ivoire les audiences foraines. D'accord? Moi, j'étais à Abidjan. Quand il était au Togo, il a participé, hein, et ils ont fait la liste électorale ensemble. Il m'a appelé. Petit frère, votre élection, si le PDCI ne gagne pas, le RDR gagne.
Il dit, ah, pasteur, ce que vous dites, c'est grave. Hein. Il dit, les gens ne sont pas inscrits du côté de Gbagbo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette liste électorale a été acceptée par les deux camps avant d'aller aux élections. Donc, on ne dit pas qu'il y a eu un tri. La commission électorale était composée et du parti au pouvoir qui était Gbagbo en ce moment et de l'opposition. Donc, il n'y avait pas de problème sur la liste électorale. Oui, mais à mon compte, ce qu'il dit quand même, ça a un sens. Je viens. Ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que Sarkozy était contre Gbagbo. Il faut dire la vérité. Mais ce n'est pas Sarkozy qui a fait la liste électorale en Côte d'Ivoire. Écoutez, le président Sarkozy a poussé Gbagbo jusqu'au bout pour que Gbagbo quitte le pays, quitte le pouvoir. Mais ça, et ça, tous les Ivoiriens le savent très bien. Et toute l'Afrique le savent. Mais ça, on n'a pas de preuves pour ce genre d'affirmation. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Non, je viens. Ouais. Vous voyez, il est temps. Il est temps que les Français lâchent l'Afrique tranquille. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile devant les démonstrations quand même concrètes de dire que ce sont les Français qui ont fait ci, ce sont les Français qui ont fait ça? Mais écoute-moi, c'est les Français qui ont poussé, c'est les Français qui ont envoyé Gbagbo à Ouagadougou pour le pousser à signer l'accord du Ouaga. Gbagbo avait la possibilité de dire non si Monsieur Gilles, ça veut dire qu'il est coupable. Monsieur Gilles, avant d'arriver à Ouaga, il y a eu l'accord de Marcoussi. Et il y a eu un événement qui a marqué Marcoussi. Je ne sais plus si c'est le Premier ministre Finguessan ou Mamadou Koulibaly, je ne sais plus. Quand ils ont sorti les accords de Marcoussi, ils ne se sentaient pas dedans. Il était parti avec le président Gbagbo. Il a dit, moi je ne peux pas assister à ça. On va trahir le peuple ivoirien. Il est sorti de la salle. Qui est sorti de la salle? Si ce n'est pas à Finguessan, ça doit être Mamadou Koulibaly, l'un des deux. Et en Côte d'Ivoire, c'était Légion, tout le monde en parlait. Gbagbo est resté, il a signé. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. C'est facile de jeter l'opprobre sur la France. La France fait ce qu'elle fait, c'est vrai, mais c'est facile. Je suis avec que M. Gbagbo n'est pas allé à Marcoussi pour signer un accord. Je suis désolé. Là, je suis désolé. M. Gbagbo n'était pas allé à Marcoussi pour signer un accord. Oui, mais ce que vous dites, est-ce que Gbagbo s'est représenté par qui? Est-ce que ce n'est pas trop facile de dire aujourd'hui que c'est parce qu'on était pourchassé par Sarkozy qu'on arrête? On a signé ici, on a signé ça. Non, mais qu'on arrête. Écoute, Monsieur Gilles, moi aujourd'hui, je suis pour la Côte d'Ivoire parce que les politiciens passeront, la Côte d'Ivoire va toujours rester. Et je ne suis pas des Ivoiriens qui sont qui suivent les politiciens parce que c'est leurs parents ou bien ils sont de même région. Je ne suis pas dedans. Vous voyez, aujourd'hui, le président Ouattara est le président de tous les Ivoiriens, que tu veux ou pas. Comme je l'ai toujours dit, après le moment qu'il a été proclamé, il a été certifié par l'ONU, et proclamé par la CIE, et après, il y a eu point de drain, la Cour constitutionnelle est revenue pour l'investir. Ça veut dire qu'on doit le respecter en tant que président de la République de tous les Ivoiriens. Maintenant, dans sa gestion, vous voyez, ça fait mal lorsque la justice poursuit un camp, lorsqu'il y a la justice. Vous voyez, pourquoi j'étais contre Gbagbo avant 2010? Parce qu'il y avait un groupe. Gbagbo même n'est pas la personne. Il y avait un groupe qui utilisait le nom de Gbagbo pour faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Vous parlez des patriotes de Blé Goudé? Les patriotes étaient tellement violents. Ils étaient beaucoup violents et ils étaient permis à tout. Alors, on dit non, attends, on n'a pas su cela. On se réplique maintenant. On s'en va voter, Ouattara pour que ça puisse changer. Et le pire arrive. Et dans ça, on va continuer à les continuer. Vous voyez, c'est pas juste. Il y a l'injustice en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il faudrait que l'autre camp soit inquiété. Parce que le monde entier ne peut pas accepter cette injustice. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, vous demandez que l'autre camp aussi soit traduit devant la justice, ou pour régler ce problème, il faut libérer Laurent Gbagbo. Non. Tant qu'il reste en prison, est-ce que la Côte d'Ivoire va connaître la paix définitive? Moi, je ne parle pas de... Enfin, Laurent Gbagbo est à la CPI, il est en prison. S'il est en prison, il y a des raisons pour qu'il soit en prison. Vous voyez? Alors, et c'est lui qui était président qui l'a mis en prison. Mais est-ce que de vous et moi,
un monsieur comme Blé Goudé, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit en prison? Oui, mais c'est vous-même qui venez de dire qu'il dirigeait un groupe qui était très violent, monsieur. Non. À moins Attends, c'est pas Blé Goudé. La presse était indépendante d'elle-même. Alors, qu'est-ce que Blé Goudé a commis comme crime pour être en prison? Être à ce pays. De deux, comment aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous voyez, on peut emprisonner avec les prisonniers politiques, et ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu que on peut garder les politiciens pendant tout un mandat, pendant 2 mandats. 2 mandats, ils sont en prison. Ces personnes sont en prison. Alors, pendant que les gens se sont levés, à un moment donné, les militaires sont levés à Waké pour dire que les agents n'ont pas été payés. Comment des militaires qui ont tué des gens, ils ont tué des Ivoiriens et ils partent, ils s'en prennent l'argent et la caisse de la Côte d'Ivoire pour pouvoir payer ces personnes-là. Vous voyez, on va pour les payer, ils nous tuent et maintenant ils viennent réclamer l'argent avec la caisse ivoirienne pour qu'ils soient payés. Et ils ont été payés. Ils ont été reposés avec notre argent parce que nous sommes des animaux. Mais c'était une promesse qui leur avait été faite. Mais cette promesse-là devait être payée par la poche du président Ouattara parce que à ce moment, cette promesse-là, Ouattara n'était pas encore président. Vous voyez. Alors, dans cette promesse-là, si le président, mais si je l'ai payé là, en cachette, excusez-moi. Je voudrais qu'on restitue la vérité. C'est pas normal. Ces militaires qui ont été payés n'étaient pas les seuls à avoir été payés. Il y a eu les loyalistes qui avaient été payés en son temps. C'était un groupe de militaires qui devaient être payés. Ils étaient du camp de Gbagbo et du camp d'Alassane. C'est pas vrai. Regardez l'actualité ivoirienne. Donc une partie avait été payée, une partie avait été payée et l'autre partie réclame son dû. Voilà. Lorsque Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo a fait voter une loi qu'on appelle Oleke. C'est 4 000 francs. Moi, quand je suis sur les médias, je parle avec des preuves. Je ne dis pas de n'importe quoi. Je suis désolé. Parce qu'on appelle ça Oleke. Et Oleke c'était 50 000 francs avec chaque militaire. Que tu sois, bon, moi j'ai mal que aujourd'hui, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on dit un militaire, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois LDR, parce qu'un militaire doit être républicain. Et les 5 000 francs étaient payés à tout le monde. Lorsque le président Ouattara est venu, mais c'est quand même 50 000 francs, c'est rien par rapport c'est qui a été demandé. À la cagnotte. Tous les militaires, tous les bien ivoiriens ont bénéficié de haut le cœur que Gbagbo avait envoyé. Gbagbo n'a jamais personnalisé un groupe, favorisé un groupe. Pas possible. Non, on ne parle pas de favoriser. Donc on va aborder un dernier aspect pour finir notre émission. Est-ce que la succession du président Ouattara n'est finalement pas une bombe à retardement? Et ça qui va régler ou compliquer finalement la crise? Voilà. C'est là que je suis d'accord avec M. Eba quand il dit que la balle est dans le camp du président Ouattara. Vous savez, il y a eu des erreurs qui ont été faites en Côte d'Ivoire qui nous ont amenés à ce que nous avons vécu pendant plus d'une dizaine d'années. Il revient à M. Ouattara Le président Ouattara. Pardon? Il faut prononcer le président Ouattara. J'ai dit M. Ouattara. Non, le président Ouattara. C'est un président de la République. Son Excellence M. Ouattara. Voilà. Merci M. Eba. Il revient donc à son Excellence M. Ouattara d'être ingénieux, de trouver, parce que tout le monde craint 2020. Tout le monde craint 2020. Mais pourquoi vous parlez de Monsieur Ouattara, ou du président Ouattara, d'Alassane Ouattara simplement? Ah oui, non, vous parlez de lui alors que les tests sont là, les lois sont là. Vous ne demandez pas que les tests soient simplement appliqués. Au-delà des tests, il y a les hommes en Côte d'Ivoire. Mais partout, au-delà des tests, il y a des hommes. Oui. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas vous... Bon, moi, je vais aller un peu à ce sens-là. Oui. Monsieur Gilles, le président Ouattara finit son mandat en 2020. Vous voyez, le président Ouattara doit beaucoup sa vie au président Henri Konan Bédié. Parce que le président Henri Konan Bédié, au nom de la paix, il s'est effacé sa personne, ses ambitions politiques. Le président Bédié... Vrai que le PDCI a soutenu le RDA dans le cadre de leur regroupement RHCP en 2010 et en 2015.
Même dans son parti, il a reçu même des injures, des coups pour soutenir le président Ouattara. Et quel était l'objectif du président Bédié? Il dit le pays est fragile. Si nous tous nous être président, ça va créer un problème. Mais alors ils ont soutenu le RDR pendant. Aujourd'hui le RDR, le monde entier les regarde. Hein? Le monde entier les regarde. Parce que vous voyez, au nom de la paix, un parti, le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, ils sont calmés, les ambitions politiques, ils ont mis de côté. Et pour soutenir le président Ouattara pendant 2 mandats, alors c'est le RDR à son tour de soutenir le PDCI. Donc vous êtes d'accord? Qui est le RDR? Donc c'est là qu'on... Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un parti unifié, cela, au politisme, lorsque Bédié était allé à Daoukro pour faire l'appel que le PDCI soutienne le RDR, il n'a pas dit que le RDP soutienne le RDR, il dit que le PDCI soutienne le RDR. Donc vous êtes d'accord avec le Sphinx de Daoukro quand il dit que... l'appel de Daoukro. Oui, non, le Sphinx de Daoukro, je parle de Konan Bédié, qui a annoncé la candidature de son parti, le PDCI, en 2020. Monsieur Gilles, vous êtes d'accord avec Monsieur Gilles, c'est les accords. Les accords, ça se respecte. Il va arrêter. Ça se respecte. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire que M. Eba a raison. Mais c'est tout comme. On était tous en Côte d'Ivoire. Bédié pouvait être candidat en 2015. Il ne pouvait pas gagner parce que... mais au moins, il serait candidat. Pourquoi il ne pouvait pas gagner? Regardez aujourd'hui, le FPI de Afin-Guessan est en train de faire des clins d'œil au PDCI. C'est des accords politiques. Ça se fait, ça se défait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un parti politique seul ne peut pas gagner les élections. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. D'abord, c'est pas possible. Alors, aujourd'hui, vous voyez, le RDR, le monde entier les a cautionnés. Mais le monde les regarde. Oui. Parce que aujourd'hui, mais quand vous parlez c'est en 2020, le président Ouattara doit aller à Korogo pour lancer un appel. À Korogo. En tant que président de RDR, que le RDR puisse cautionner le PCI en 2020. Oui. Le monde entier va acclamer. Mais et alors, que faites-vous de Guillaume Mouki-Bafori Soro qui n'a pas encore dit son dernier mot? Bon, qui vous voyez, est un présidentiable aussi. Il me semble que c'est son heure aussi, 2020. Bon, concernant le président Soro Guillaume, je ne peux pas aller sur sa personne ou bien ceci, cela. Parce qu'en Côte d'Ivoire, et ce qui est mauvais pour nous les Ivoiriens, c'est les partis, les hommes. Sinon, il y a 3 partis en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas dans ces 3 partis, qu'un des partis t'a pas investi, tu peux pas briller à la magistrature. Vous parlez du PDCI, du RDR et de FPI. Le FPI et le RDR. Vous voyez, si le président Soro Guillaume, s'il est dans l'ambition politique, vous voyez, moi je lui conseillerais de s'arranger à être dans l'un de ces 3 partis. Et lui-même là, il peut passer. Son père spirituel en politique, c'est Laurent Gbagbo. Vous voyez, après il a milité même aussi au PDCI et maintenant au RDR. Donc si le président Soro dit qu'aujourd'hui je suis membre de RDR, c'est pas gauche. Membre de PDCI, c'est pas gauche. Membre de FPI, c'est pas gauche. Parce que si tu ne peux pas passer par les 3 partis, pour avoir le pouvoir, c'est que le président soit un coup d'État. Est-ce que les rivalités internes, même au sein du RDR, vous ne craignez rien? Parce que il y a Soro aussi qui pense que son heure a sonné, le vice-président constitutionnel, qui a des choses à revendiquer, en même temps que Alassane Ouattara lui-même n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que légalement, il peut être encore candidat. Tout à fait. Moi, ce qui me plaît dans le comportement du président Soro, c'est qu'officiellement, il n'a jamais dit qu'il est candidat. Officiellement, quand il est revenu de son voyage, les gens lui ont posé la question, les journalistes lui ont dit non, moi, je n'ai jamais dit que j'étais candidat. Vous comprenez? Donc, je suis un peu d'accord avec M. Eba qui dit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est réalité. Hein? Tu ne les connais pas, aucun candidat indépendant en tant que tel. La Côte d'Ivoire, on a un peu placé, comment on dit ça déjà, assez conservateur. Oui, mais si Soro est candidat, il prend beaucoup de voix au nord, hein, parce qu'il a ses assises là-bas, il glane un peu au sud. Est-ce qu'il ne peut pas surprendre? Mais personne n'a pas interdit Soro Guillaume être candidat, de toute façon. Il peut être candidat indépendant. Alors, il peut être candidat indépendant. Alors, maintenant, s'il gagne les élections, et tant mieux. Vous voyez? Parce que personne n'empêche, mais moi, vous voyez, moi, si j'étais à la place du président Soro Guillaume est né en 72. Il est encore très jeune.
Et tu as fait un travail félicité par certains groupes, certains Ivoiriens. Donc, autrement dit, Donc, vous lui dites, vous lui conseillez d'attendre, de patienter. Moi, le président, et après le président Solo Jomo doit se faire oublier parce qu'il est encore très jeune et il n'a qu'à respecter le président Ouattara. Oui. Il n'a qu'à respecter mettre sa confiance. Et sur ce sujet-là, il me semble que vous êtes, vous deux, sur la même longueur d'onde. Et pour terminer, finalement, puisque vous privilégiez une candidature de PDCI, soutenue par le RDL, dans le cadre de leur rassemblement des républicains, des oufouettistes pour la paix et la démocratie, RHDP. Alors, au sein du PDCI, est-ce qu'il y a une figure emblématique aujourd'hui qui peut faire l'unanimité? Ou vous souhaitez encore le retour du Sphinx de Daouklo et de Bédié? En interne, ouais. Là on parle de Bédié. En interne, chaque parti a sa manière de gérer en interne. C'est possible que Bédié revienne? Bon, sérieusement, moi je ne suis pas dans les secrets des dieux. Le souhaitez-vous? S'il peut encore servir, mais bon, je vais dire, lui-même le président Bédié, est-ce qu'il a encore envie de revenir président? S'il le veut, la loi lui permet d'être candidat. Hein. La loi lui permet. Mais avec la réalité actuelle, moi je pense qu'aujourd'hui il faut donner la possibilité à une autre génération d'émerger. Vous voyez, pour que les esprits puissent s'adapter. Le président Bédié peut être en arrière-plan, comme il le fait avec le président Ouattara maintenant. Le renouvellement de la classe politique. Voilà, il est important. Amoueko, vous, Bédié ou un autre? Et vous savez, le président Bédié... Rapidement. Oui, le président Bédié peut être candidat. Il peut représenter le PCI. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas du déjà vu, c'est pas du has-been? Oui, est-ce que c'est important? Parce que déjà, parce qu'il ne faut pas être candidat pour être candidat. Il faut être candidat pour pouvoir... D'accord. Nous avons compris votre point de vue. En tout cas, c'était chaud autour du sujet ivoirien. On espère que les points de vue seront encore divergents concernant le Togo pour la deuxième partie que nous allons aborder dans un instant, juste après cette nouvelle édition du journal sur votre chaîne World Info.